La mobilité est un sujet qui fait réagir, qui fait grincer aussi, qui fait parler, et vous l'avez vu notamment. Nos invités ce soir pour évoquer ce sujet si concernant, je l'ai dit, Béatrice Leloup. Bonsoir, bienvenue, Bonsoir. merci d'être avec nous. Vous êtes directrice territoriale SNCF du réseau Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes par définition très concerné par le sujet. Grégory Guzzo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé l'agence Distinctive et le sujet mobilité est un sujet sur lequel vous êtes très présent. À vos côtés, Valentine Loquet. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes chef de projet mobilité à l'Assemblée des Pays Tarentaises et Vanoises. Et puis Claude Aiguy, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien maire de Genève, président de la FEDRE, la Fondation pour l'économie et le développement durable des régions d'Europe. Je vous sais très attaché à la notion de mobilité, mais aussi de région. Et on verra avec vous si effectivement ces deux segments peuvent se rapprocher pour essayer d'être le plus effectif et le plus efficient possible. Béatrice Leloup, on commence avec cette question d'ailleurs qui nous a réunis ce soir. Pourquoi le train reste à quai en territoire de montagne? Une question aussi simple que complexe. Existe-t-il justement une réponse à une question comme celle-ci? Pourquoi simplement le train est-il aussi peu présent en montagne? Alors, on a eu quelques exemples de films et donc on a reconnu des gares de montagne. Donc aujourd'hui, le réseau, il irrigue des territoires de montagne. La ligne des Alpes, la Tarentaise, la ligne de la Maurienne, aujourd'hui, permettent d'accéder dans les territoires de montagne. Alors, pour beaucoup, c'est un peu peu. C'est aussi votre regard? Vous avez le sentiment que c'est très insuffisant, comme celles et ceux qui le trouvent justement insuffisant, ce réseau? Alors, on peut toujours imaginer d'autres infrastructures, mais après, c'est limité aussi par la géographie, parce que le relief ne permet pas d'aller non plus jusqu'au bout des montagnes. La Bretagne est plus simple. Et la Bretagne est peut-être plus simple à irriguer. Néanmoins, au-delà du réseau ferroviaire, et grâce aux gares, on peut aussi, avec l'intermodalité et la connexion avec tous les autres modes de transport, permettre d'acheminer les voyageurs jusqu'aux montagnes. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des opérateurs. Je pense à TGV, par exemple, pendant l'hiver, qui achemine un certain nombre de voyageurs à Modane. Et puis, il y a des correspondances par bus. Donc, en fait, le principal déplacement se fait en train. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est beaucoup moins de CO2. Voilà. Valentine Loquet, beaucoup disent effectivement que l'offre est relativement réduite. C'est aussi votre regard sur le train en montagne? Alors moi, je vais parler pour mon territoire parce que c'est celui que je connais et qu'aujourd'hui, je suis en tant que chef de projet mobilité pour la Tarentaise. Et je crois qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que nous, on a la chance d'avoir une ligne de train qui en plus est incroyable parce que vous savez que derrière Moutier, elle fait un cercle sur elle-même pour pouvoir prendre de l'altitude. Donc on se dit, il y a un siècle... Vous dites une chance, vous avez le sentiment d'être privilégié? Bien sûr, parce qu'en fait, on a une ligne de train. Et en fait, il y a un siècle, on a fait des investissements. En fait, on ne comptait pas le nombre de tunnels qu'il faut pour faire la ligne du coup 52 qui fait Chambéry-Bourg-Saint-Maurice. C'est juste des ouvrages incroyables. La sensation aujourd'hui, c'est qu'elle est sous-exploitée. À qui la faute justement de cette sous-exploitation? Alors, à qui la faute, c'est un peu simple comme question, mais ce que je peux vous expliquer... C'est mon rôle. C'est normal. Les réponses complexes. C'est normal. Donc, je m'occupe de la complexité. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est juste important de repartir du contexte parce que il y a des choses qui sont complexes et qu'on peut malheureusement pas trop simplifier. Mais sur cette fameuse ligne en Tarentaise, le cadencement horaire, c'est-à-dire un train par heure chaque heure de la journée, a existé. Le train de nuit a existé. Et aujourd'hui, on a une dégradation de l'offre qui est vraiment, en tout cas, nous donne le sentiment d'avoir une infrastructure incroyable qui est complètement sous-exploitée. Et aujourd'hui, en Tarentaise, on a à peine un train toutes les 2 heures, énormément de relais par car. On a une route nationale qui fait le même trajet, qui est saturée en saison, mais aussi en intersaison, parce que c'est l'époque des travaux, parce que c'est l'époque des travaux en station qui font que la congestion du trafic est aussi énorme en intersaison. Et à côté, on a des trains qui sont vides. Et moi, je me dis juste comment on en est arrivé là, en fait. 89%, Claude Aiguy, des personnes viennent en montagne en voiture, par réflexe ou peut-être en raison d'une offre jugée par certains et certaines insuffisante. Vous comprenez ce déséquilibre, vous qui avez un regard transfrontalier franco-suisse, où on le sait, en Suisse, le regard sur le train est très différent? L'intérêt pour le train est exprimé d'une manière nouvelle. Et en toile de fond, c'est la situation climatique. Qui nous bouscule positivement pour aller vers le train? On ne promeut pas le train pour le train.
Comme aujourd'hui, indiscutablement, il y a une évolution, il y a des changements de comportement. Mais alors évidemment, il y a des pays, je dois dire ça avec un peu de retenue diplomatique, mais il se trouve que l'Helvétie, qui n'a pas que des qualités, a misé sur le train depuis toujours. On y reviendra tout à l'heure dans ce versant futur. Bien qu'on arrive à une accessibilité dans les stations qui est nettement au-dessus de la moyenne. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais c'est un choix. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut avoir des destinations d'une ville en station, et on part d'une ville et on se retrouve à 2200 mètres directement, parce qu'il y a la complémentarité également des moyens de transport. Je disais que mobilité aujourd'hui prend un S, parce que de plus en plus on raisonne multimodal. Le train doit prendre quelle proportion dans ce multimodal ? D'abord, il y a des changements de comportement. La voiture, c'est génial. Vous partez à l'heure que vous voulez, vous revenez quand vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre voiture sans réfléchir. Donc, il y a donc un comportement. On a pris des habitudes pour cela. Très confortable. Et depuis des décennies, on a misé sur la voiture. C'est un changement complet. C'est un changement complet. On prenait le train accessoirement. C'est plus compliqué de prendre le train que sa voiture. Mais on a des responsabilités individuelles. La situation est grave. Et si vous me permettez une parenthèse, Eloane tout à l'heure a dit, en attendant de ce débat, qu'attendez-vous ? Eloane, vous avez dit, j'attends des améliorations. Bien écoutez, je crains que vous ne soyez pas le témoin d'amélioration. Tout ce qu'on peut souhaiter... Déjà trop vieux, Eloane ? C'est que la dégradation, elle est là. Et on ne pourra pas rattraper certaines choses. Le mal est fait. On va pouvoir par contre le freiner. Et on doit se préoccuper maintenant de la gestion des risques qui arrivent. La montagne bouge, la montagne s'écroule, c'est ça la réalité. Ce n'est pas des petits aménagements comme ça qu'on fait, un petit peu plus de train, etc. Véritablement, c'est pour ça, Eloane, vous serez dans votre génération ceux qui précisément géreront une autre montagne. Tout change. Et voilà la raison pour laquelle les comportements individuels doivent changer et par contre les services qui sont mis à disposition doivent apporter le confort que l'on peut espérer. Alors avant de vous écouter Grégory Goudzo, un mot avec Joël Giraud, je le disais donc en duplex, bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous, vous êtes ancien député des Hautes-Alpes et ancien ministre de la cohésion territoriale, vous écoutez ce débat, vous y participez aussi, même à distance, le regard que vous portez sur ce réseau ferroviaire, sur ce train qui reste ou qui semble rester à quai pour les territoires de montagne. Écoutez, quand on habite comme moi, déjà, bon, pas tout peut-être, mais quand on habite comme moi dans la population, vous comprendrez que le train a une résonance particulière, puisque, en fait, on a une chance de régulièrement deux lignes, Paris-Briançon et Paris-Clermont-Ferrand, et c'est deux lignes les plus catastrophiques au niveau de l'exploitation qui existent dans ce pays. Donc le train reste à quai, mais le train surtout a un énorme problème aujourd'hui de fiabilité dans les montagnes. Lorsque vous avez raison d'évoquer les trains de nuit, madame, pour Maurice notamment, et également pour Saint-Gervais et au-delà vers Cham, nous avons une infrastructure qui n'est pas exploitée, dit clairement par la SNCF, de manière optimale. On ne fait plus croiser les trains, et notamment les trains de nuit qui circulent encore. Donc pour vous, le rail existe, son exploitation est trop faible. C'est le regard que vous portez. C'est au-delà du réel. Regardez, prenez un exemple. Demain, ce sont les vacances qui commencent. Ne prenons pas un endroit comme le mien, c'est-à-dire Briançon, où de toute façon ce matin, le train de nuit n'est même pas arrivé à Briançon. Mais prenons Paris-Chamonix. Paris-Chamonix, vous ne pouvez le rejoindre, ces deux villes, avec seulement une correspondance qu'en prenant un car à Bellegarde-sur-Varsovie, vous tapez 3 heures de car avec des sacs à dos. Vous connaissez, dans les sacs à dos de la montagne, il y a autant de vacanciers aujourd'hui en été qu'en hiver dans l'ensemble des Alpes. Et bien pour autant, il n'y a pas une amélioration considérable et il n'y a aucun TGV qui arrive à Chamonix directement pour pouvoir amener ses voyageurs. Donc je crois qu'il y a un problème d'exploitation vers les bouts de ligne de montagne où il faut que nous ayons des trains directs et pas seulement des successions de correspondances TER qui, pour des gens qui sont chargés, sont absolument une catastrophe. Et quant aux trains de nuit, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure sur Bourg-Saint-Maurice, mais on a des trains de nuit qui nous ont été octroyés, puis j'avais beaucoup insisté à l'époque quand j'étais dans Jean Castex pour qu'on puisse rénover. On a eu des crédits de France Relance pour pouvoir rénover les trains qui existaient, mais aujourd'hui, c'est un réseau pour reconstruire de trains de nuit pour qu'on arrive à avoir des capacités suffisantes sur l'ensemble des massifs, et les massifs pyrénéens, massifs central et autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a cela, et il y a également une coordination à faire
entre les différentes régions, puisque l'avantage de la montagne, j'allais dire, c'est d'avoir plusieurs régions. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrats de points interrégionaux sur la mobilité. Sur de réflexion de la mobilité. Alors justement, Grégory Guzzo, sur cette notion souvent de focus sur le train ou sur la voiture ou sur les perspectives de la voiture électrique, derrière tous ces focus, il y a la mobilité ou les mobilités. Vous qui êtes si intéressé par cette thématique de mobilité, comment concrètement on peut réellement faire avancer les choses au-delà des quelques petits pourcents qu'évoquait notamment Claude Egui, pourcentage d'amélioration, ou Joël Giraud de la même façon. Comment faire pour faire réellement évoluer la situation? Si tant est que vous ayez la réponse ou des éléments de réponse. Peut-être que la réponse n'existe pas d'ailleurs. En tout cas, elle sera complexe. Et moi, je voudrais juste commencer par poser 2-3 chiffres, parce que ça me paraît relativement essentiel. L'Europe, c'est 226 000 km de voies ferrées. Donc effectivement, nos amis suisses sont beaucoup mieux équipés que nous. Sur le transport de voyageurs et de marchandises, ça on n'en parle pas assez, mais c'est encore un autre sujet. 226 000 mètres carrés, c'est en gros 5 fois et demi le tour de la Terre. Okay, ça c'est l'Europe. Donc c'est un réseau qui n'a pas d'équivalent au monde. La France, 1920, 60 000 km de voies ferrées. Les années 2000, 18 000. Donc ça explique déjà le souci. Après, je ne veux pas tirer sur non, l'idée, c'est pas évidemment et surtout pas mettre une étiquette sur telle ou telle structure ou telle organisation politique. Mais forcément, on cristallise, parce que le sujet, c'est que les gens qui doivent gérer aujourd'hui ça doivent rattraper pas mal de choses. Et ce n'est pas eux qui ont pris ces décisions à l'époque. Mais effectivement, comme disait Valentine, comment on en est arrivé là? Le transport, c'est 75% du bilan carbone. Et puis, les mobilités, vous avez raison d'en parler, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'il faudra de l'intermodalité. Il ne faut quand même pas oublier aussi que le tourisme s'est beaucoup développé avec le Paris-Lyon-Méditerranée, qui était quand même une ligne de train, me semble-t-il. Et qu'à l'époque, ce qui allait devenir la SNCF achetait d'ailleurs des hôtels pour faire en sorte que les gens consomment le train et aillent dans ces hôtels. Il y a beaucoup de destinations, notamment de première génération, qui sont développées comme ça. Je crois, si je dis pas de bêtises, m'a vérifié dans un très bel événement qui s'appelle le T-Rex. J'avais entendu un cheminot parler, et pour corroborer ce que tu disais, Valentine, depuis les JO, c'est 2 fois moins de sièges en Tarentaise. 2 fois moins de sièges. Depuis les JO d'Albertville 92 ? Ouais, depuis les JO d'Albertville. Donc on espère que les JO 2030 nous apporteront des choses... seront aussi un accélérateur, on en parlera peut-être. Des choses structurantes. Je vous propose d'ailleurs justement de regarder un exemple concret, le Mont-Blanc Express, que tout le monde connaît ici, qui est une ligne de train utile pour celles et ceux qui vivent la montagne, mais aussi utile pour celles et ceux qui y viennent un jour, une semaine, un mois, et pour certains et certaines qui y restent pour toujours. Je vous propose donc d'écouter Éric Fournier, le maire de Chamonix, autour de la thématique et de ce sujet du Mont-Blanc Express, avec des perspectives d'amélioration, selon lui, bien réelles. On a explosé les chiffres en termes de fréquentation. On a passé le 1 million de personnes transportées sur cette ligne, donc qui devient maintenant une ligne, même si le train est petit, mais ça devient une ligne très importante du TER Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a besoin du soutien continu de la région pour augmenter encore, parce qu'on a encore une marche qu'on peut passer. Rapidement, c'est celle de mettre en place ce qu'on appelle des unités doubles, c'est-à-dire que tout simplement on accouple 2 rames et ça double simplement la capacité avec la même fréquence. On se bat pour avoir de l'investissement complémentaire pour augmenter les capacités également électriques, parce que si on veut plus de trains, il faut plus d'électricité. Le retard pris, par exemple, sur la ligne ferroviaire entre Saint-Gervais et La Roche-sur-Foron pénalise toutes les stations et tous les sites touristiques du nord de la Haute-Savoie. Ouais, c'est une bataille parce que le contexte budgétaire est bien connu pour à la fois l'État et les collectivités. Oui, évidemment, la transition est une transition écologique et environnementale, mais c'est aussi une transition de notre économie. Est-ce qu'on veut demain, le tourisme est quand même l'un des moteurs économiques les plus importants encore dans ce pays, et si on ne veut pas perdre ce tourisme, il faut que l'attractivité de nos sites soit maintenue. Et l'attractivité, notamment pour tous les sites de montagne, passe par un changement radical du mode de déplacement. Béatrice Leloup, au-delà des infrastructures, c'est la fréquence des rotations
et notamment plus de fréquences qui permet d'aller plus loin avec le train? Oui, totalement. Il y a vraiment un engouement pour le train. Et notre rôle, justement, quand on est gestionnaire d'infrastructure, c'est de pouvoir accueillir ces demandes. Donc l'autorité organisatrice, la région, par exemple, nous sollicite souvent pour voir comment on peut effectivement développer, accueillir des unités multiples. C'est ce qui était présenté là par Éric Fournier. Et aussi, donc, nous, en parallèle, regarder comment on peut aussi augmenter la capacité en régénérant, en modernisant, en développant. De loin, ça paraît relativement facile. De près, c'est extrêmement complexe d'augmenter la rotation, la fréquence. Alors, en fait, on regarde tout simplement si à infrastructure existante, on peut le faire. Et souvent, la réponse est oui. On peut le faire, c'est le cas sur le Mont-Blanc Express, on va développer la desserte, c'est déjà le cas. Et donc, il y a des possibilités déjà sur les infrastructures existantes de faire plus de trains. C'est ça, effectivement, qui est un levier très intéressant. On en parlera après pour les JO 2030. Mais le réseau ferroviaire, il gagne aussi à être saturé. Et c'est l'intérêt aussi d'accueillir plusieurs compagnies ferroviaires, puisqu'avec l'ouverture à la concurrence, on est aussi challengé pour accueillir de plus en plus d'entreprises ferroviaires. Et donc là aussi, de regarder comment le réseau offre une capacité croissante. Claude Egui, c'est un sujet politique, le développement du train, ou un sujet seulement technique? Il est politique, d'ailleurs tout devient politique. C'est une évidence. Et vous avez aujourd'hui, vous avez des conflits précisément, des approches dogmatiques. Le problème, c'est que notamment l'environnement est traité d'une manière souvent dogmatique, ce qui enlève de la crédibilité à ceux qui pensent porter ce message avec le plus de conviction et de connaissance. En réalité, nous sommes tous concernés. Alors, le train, oui, le train, la route, tout ça est politique, mais on doit avoir une approche de complémentarité des moyens de transport. Trop souvent, on imagine, alors on en vient au problème du territoire. Quelle est notre politique du territoire, d'aménagement du territoire? La vision territoriale, elle est laquelle? Et on traite sur quel espace? Et le problème, c'est que nous sommes tous des villageois. En réalité, on est humainement repliés sur nous, les uns et les autres. Les uns et les autres. Et on manque d'une vision précisément plus large. Si je pense à Genève, moi, il y a un terme qui est utilisé que je n'aime pas, c'est celui du Grand Genève. Le Grand Genève, c'est une erreur politique, c'est une erreur psychologique, c'est un cumul d'erreurs. Mais enfin, elle a été faite par un certain nombre de personnes des deux côtés de la frontière. Parce que c'est une question de périmètre, ou en tout cas de territoire que vous considérez comme trop serré. Ce qui me fait justement aller sur le terrain de la notion de territoire, peut-être avec vous, Valentine. Où commence la montagne en France? On sait qu'il y a des vraies zones de montagne, 24% sur l'ensemble du territoire national, c'est la montagne. Où commence la montagne? Et dans les réflexions que vous faites en matière de mobilité, à quel moment vous vous dites que la montagne ou la mobilité de la montagne commence réellement? Oui, merci. J'ai écouté attentivement ce que vous disiez. En fait, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est... En fait, la mobilité, c'est une histoire de gouvernance, et la gouvernance, elle est délimitée par des limites administratives, et ça rejoint... Vous freinez, vous, dans les envies, ou peut-être... Parce que, qu'est-ce que la montagne? Où commence la montagne? Enfin, je vais sûrement froisser plein de gens, mais en fait, au bout d'un moment, je trouve que c'est plus trop la question. En fait, on est des territoires peu denses, fortement marqués par la saisonnalité. Du coup, on est du territoire peu dense, on ressemble à du territoire peu dense qui n'est pas forcément de la montagne, mais en fait, les enjeux sont à peu près les mêmes. Et puis, fortement marqué par la saisonnalité, comme le littoral. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Avez-vous parfois les moyens de financer des projets que vous ne pouvez pas faire aboutir pour des questions de périmètre ou d'organisation politique ou administrative? Merci, c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, je peux comprendre l'histoire du Grand Genève, je peux comprendre... En fait, on fait des traits sur des cartes, les limites, forcément, à un moment donné, ça ne va pas convenir, forcément, il va y avoir un truc qui outrepasse la limite, etc. Mais aujourd'hui, ce qui est un peu galère, du coup, en montagne, et en fait, en France, je veux dire, on a les communes les plus minuscules du monde, je crois, c'est qu'on est hyper fragmenté, et on n'arrive pas à dépasser des délimitations administratives qui suffisent. Alors, il y a de la délimitation géographique, où en fait, on a l'impression, voilà, par exemple, la Tarentaise, c'est un cœur économique énorme, du coup, on a souvent, enfin moi étant de là-haut, venant d'un village de 700 habitants où les gens ont l'impression d'être quand même le centre du monde, alors que en fait
Enfin, je veux dire, il faut qu'on lève le nez et qu'on regarde un petit peu plus loin. Donc déjà, il y a des limites géographiques qui nous limitent. Nos communautés de communes sont minuscules. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on mutualise. On n'a plus le temps de faire du morcellement Donc, comme à ça. vous écouter, le dimensionnement doit être repensé. Voilà, Grégory et Guzzo. excusez-moi, j'ai besoin de finir parce que je vous disais, il y a la délimitation géographique, mais il y a aussi la délimitation dans la gouvernance. Et ce dont je pense que vous vouliez parler simplement, rapidement, c'est que je vais essayer de faire simple et synthétique, ce sera peut-être un petit peu schématique, mais par exemple sur le train. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire du cadencement horaire alors que notre ligne, la 52, en l'état, elle pourrait le supporter parce qu'il n'y a pas assez de matériel roulant. Aujourd'hui, on a des communautés de communes, des privés, parce que les stations, on dit tout le temps, les stations, ça fait des sous, il faut les injecter dans la transition. On a des acteurs privés et publics qui ont l'argent pour, par exemple, acheter des trains. Et aujourd'hui, au lieu de nous faciliter, on nous dit quoi ? Non, mais comme c'est pas notre compétence, on peut pas. Non, mais on peut pas recevoir d'argent privé dans le public. Donc oui, peut-être que je simplifie et que je suis légèrement ingénue, mais en attendant, je pense qu'on n'a plus le temps d'être limité par des histoires de compétences et que là où il y a l'argent, il faut au contraire que Parfois, le périmètre administratif Exactement. trop resserré ou Que trop rigide. des agences comme l'Agence nationale de la cohésion des territoires feraient mieux de nous simplifier la tâche pour faire en sorte que l'argent qui est disponible il soit investi directement, par exemple, dans le matériel roulant. Voilà. Grégory Guzzo, vous partagez les mots de Valentine. Oui, mais le problème, on l'a vu dans le tourisme à bien d'autres égards. Si vous voulez, le territoire administratif, c'est pas le territoire qui est perçu par le client. Point. Alors, les communautés de communes, on pourra en parler, il y a des vastes débats sur le sujet. Oui, je pense qu'il y a un frein. Je pense que, et c'est très français, on a du mal à discuter ensemble, en effet. On a du mal à améliorer les choses. Il y a quand même des régions aussi, et il y a quand même des enjeux où il y a des compétences pour prendre des décisions sur les TER ou sur des choses comme ça. Mais le problème, en fait, et on le connaît bien sur la Tarentaise comme ailleurs, je vais vous donner un exemple tout bête. Rapidement, et puis ensuite on partira du côté de Berne avec Florence Pictet de l'Office fédéral des transports qui va nous montrer, nous expliquer aussi comment l'organisation suisse favorise l'utilisation du train. Par exemple, en Suisse, au mois de décembre de l'année N-1, vous avez tout le programme horaire de ce qui va se passer pendant l'année d'après. Bon. Là où nous, c'est plus compliqué, c'est qu'on n'a pas les trains pour affréter des transporteurs à partir d'octobre et novembre. Donc on a les horaires en octobre et en novembre, il faut ensuite faire le tour de tous les transporteurs en bus pour pouvoir faire les choses et finalement vous aboutissez jusqu'ici en Haute-Savoie où au mois de fin novembre vous avez simplement des lignes de bus et c'est simplement à ce moment-là que vous pouvez acheter des bus. Moi je pense que si on contraint, on ne changera pas les usages. Alors en matière de déplacement par train, la Suisse est souvent montrée en exemple. Nous sommes allés interroger Florence Pictet, qui est responsable de la communication de l'Office fédéral des transports, et vous allez le voir, le train en Suisse, c'est aussi une priorité. Regardez. C'est clair qu'il y a de gros efforts qui ont été faits aussi depuis 30-40 ans pour développer le réseau. Davantage de trains, des trains plus longs, des trains à 2 étages. Donc ça permet d'avoir des cadences plus élevées, notamment entre les villes. Là, vous aurez tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures ou toutes les heures un train. Il faut pouvoir inciter évidemment les personnes à utiliser ce moyen de transport. Donc si vous prenez un train, tous les jours, vous savez qu'il arrivera à la même minute de chaque heure et sur le même quai. Il y a cette possibilité, et c'est même une obligation, de proposer un billet par voyage, depuis votre maison par exemple jusqu'à votre lieu d'arrivée finale. Le prix des billets est fixé par la branche des entreprises de transport, pas par l'État. L'autre chose très importante, c'est que toutes les entreprises de transport doivent se coordonner aussi au niveau des correspondances. Vous n'aurez pas 20 minutes à attendre ou 53 minutes. Comment est-ce que vous facilitez l'accès au territoire de montagne ? C'est fixé dans la loi aussi que dans la détermination de l'offre de transport public, par exemple, il faut tenir compte des intérêts de la politique régionale et notamment des intérêts des régions périphériques et de montagne en termes de développement économique. C'est pour ça qu'en principe, vous avez même dans les vallées reculées ou en montagne une possibilité de prendre un bus ou un train. Une chose pour nous en Suisse qui est évidente, c'est qu'il faut beaucoup investir d'argent. On investit 4,7 milliards de francs suisses par an. À 80%, c'est consacré à l'entretien de ce qui existe. Les projets de développement, ça représente plus de 300 projets pour 30 milliards environ. Mais c'est un défi. C'est vrai que très souvent, le Parlement refuse de tailler dans ce domaine.
Florence Pictet de l'Office fédéral des transports à Berne, au micro de Caroline Berruex. Claude Egui, c'est le paradis, la Suisse? Non, justement pas. Il ne faudrait tout de même pas exagérer. C'est bien, mais en ce moment, il y a de gros problèmes sur le réseau, parce que celui-ci est surchargé. Et on se de train ou d'utilisateurs? Le train est surchargé. Vous avez un réseau qui n'est plus adapté précisément à la demande, et en ce moment on réorganise le réseau, si bien que avant vous alliez à Bâle pratiquement directement, si je prends cet exemple entre Genève et Bâle, puis maintenant vous changez une fois voire deux fois. En réalité, le confort diminue en Suisse sur le plan ferroviaire. Il faut le voir avec réalisme. Ça ne veut pas dire, alors après évidemment on peut toujours se comparer, puis ça va, à ce moment-là ça nous soulagera, bien entendu, mais la réalité, c'est que c'est pas simple, et quand la demande est forte, nous nous trouvons dans cette situation-là. C'est de vraies difficultés supplémentaires. Je me permets, excusez-moi, un mot. Juste d'ajouter encore ceci, c'est que la Suisse alors, investit non seulement en Suisse, mais elle investit également en France. Elle investit par rapport aux problèmes transfrontaliers que nous avons. Il y a en effet des réseaux sur lesquels nous investissons, et nous investissons beaucoup, au point d'avoir rendu ce qui n'aurait pas été possible si nous n'avions pas porté la main au porte-monnaie de manière à pouvoir travailler ensemble, et c'est ce qu'on réussit un certain nombre de fois et de plus en plus. Alors si les trains roulent à l'évidence le jour, ils roulent aussi la nuit, beaucoup moins. Joël Giraud, le regard que vous portez, vous, sur les trains de nuit, on sait qu'il y a aussi eu des initiatives à l'échelle locale, le Pays du Mont-Blanc par exemple, qui, il y a plus d'une année, a fait de vraies demandes, aujourd'hui et encore sans réponse, sur un retour de train de nuit, notamment entre Paris et Saint-Gervais. Comment se comporte le train de nuit aujourd'hui en France? Il est inexistant? Il est absent? Écoutez, le train de nuit, on l'a sauvé, je dirais, pour un certain nombre de lignes, grâce clairement au crédit de France Relance, où nous avons modernisé le matériel, qui était un matériel quand même antédiluvien, et on est arrivé à maintenir un certain nombre de lignes et à en réouvrir d'autres. Je vous rappelle qu'on a rouvert Paris-Aurillac, bon, ça se passe pas toujours très bien, et que Paris-Briançon et Paris-Nice, qui sont les lignes les plus fréquentées, sont des lignes qui marchent très bien, de même que la ligne Paris-Toulouse, la Tour de Caroline-Veitch, qui arrive au cœur des Pyrénées. Donc, ces lignes fonctionnent bien, mais elles ont un problème énorme de fiabilité parce qu'elles entrent en concurrence la nuit avec le réseau fret de la SNCF. Ce réseau fret prioritaire parce que les clients fret payent pour cela. Et après, donc, les voyageurs passent après. Donc, les voyageurs passent après. Et quand vous arrivez en plus sur des lignes où la SNCF clairement a supprimé quelques postes qui permettaient de faire croiser les trains là où il y avait des retards et où vous ne preniez pas 1 heure ou 2 heures de retard parce qu'il y avait la possibilité d'avoir un agent de croisement, eh bien, cet agent n'y est plus. Donc, c'est le Paris-Briançon avec ses retards. Je rappelle quand même 51% de retard supérieur à 45 minutes. Enfin, c'est quand même quelque chose de colossal. Donc, on est face à cette difficulté d'un train qui est plébiscité, d'un train qu'il faut améliorer, d'un train où il y a l'État, qui est l'autorité organisatrice de ce transport, et l'État qui est en train d'annoncer d'ailleurs pour les JO, ça renvoie sur le débat de tout à l'heure, des motrices qui vont être modernisées, mais il faut créer un effet réseau que nous avions avant. Avant Saint-Gervais, avant Bourg-Saint-Maurice, avant Briançon, avaient des trains qui se rejoignaient dans une gare alpine et qui ensuite repartaient en direction de Bruxelles, de la Bretagne et autres. Ces offres n'existent plus à l'heure actuelle. Il y a un très bon rapport d'un préfet qui a été mis sur la table du gouvernement, mais jusqu'à présent, on a fait en sorte que ce rapport soit remis au gouvernement. Moi, j'ai quitté le gouvernement à l'époque, et il n'y a pas eu d'effet ensuite. Donc, il faut aujourd'hui un effet réseau complet pour que les trains de nuit reprennent leur lettre de noblesse, quitte d'ailleurs, parce que la SNCF est quand même bien coupable, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt européen sur l'ensemble des liaisons de nuit. À l'époque, c'était Madame Royal qui était au gouvernement. La France a refusé de participer à cet AMI européen. Donc, tous les autres pays se sont mis dans cette logique-là, sauf la péninsule ibérique que nous avons bloquée de crête pour cela. Et c'est effectivement les CNFR autrichiens, le BB, le Österreichisches Bundesbahnen, qui a gagné l'appel à la manifestation d'intérêt européen et qui dessert toute l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, la représentante de la SNCF le disait tout à l'heure, l'ouverture à la concurrence peut présenter aussi beaucoup d'intérêt. Une perspective, en tout cas, cette ouverture à la concurrence, hein, vous l'évoquiez notamment. Grégory Guzzo, avant de donner la parole à Eloane et Chiara qui écoutent attentivement ce débat et cet échange, un mot sur la situation d'aujourd'hui et la situation de demain. Faut-il la repenser ou la réajuster, cette organisation des transports à montagne?
au vu de la situation d'aujourd'hui? Avez-vous le sentiment qu'il faut tout repenser? Ouais, bah, les deux, mon capitaine. En fait, je pense qu'au vu de la situation actuelle, encore une fois, je pense que si on n'abaisse pas les contraintes, on n'arrivera pas à sortir de l'automobilité, de l'autosolisme. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense que les jeunes, en plus, sont plus enclins à voyager en train. En tout cas, ils Moins accrochés à leur voiture? Sans doute. Des études qu'on a, effectivement, les jeunes sont plus enclins à l'utiliser. Après, il faut toujours passer à l'acte, c'est un vrai sujet. Et au-delà de la fiabilité, je voudrais quand même apporter un petit éclairage aussi sur la notion de prix et sur la notion de ponctualité et de commodité, parce que c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que nous, on avait observé sur des milliers de séjours, et ça c'était plutôt une bonne nouvelle, qui étaient faits en transport depuis Paris et les principales capitales européennes, sur les milliers de voyages qui avaient été faits en voyage combinatoire, donc train plus bus ou avion plus bus, quand vous aviez les deux, en fait, dans 95% des cas, les clients ont choisi le train plus bus, même s'il était 30% plus cher que l'avion. Béatrice Leloup, vous faites du train, mais vous faites aussi et surtout du transport. Quand vous écoutez l'ensemble de ces échanges, et la population aussi, il est parfois si facile de faire du yaka faucon. C'est très complexe, la notion de réseau, la notion de développement de train et d'amélioration des performances. Oui, c'est à la fois du temps long, parce que quand on veut développer le réseau, ça prend effectivement des années. C'est des montants importants aussi qu'il faut mobiliser. Et puis il y a peu de collectivités qui peuvent effectivement porter ces montants importants. C'est pour ça qu'on a effectivement des vecteurs comme les contrats de plan État-région, qui sont très importants. C'est évidemment un sujet politique, c'est pas seulement ça. Alors c'est aussi des volontés, alors c'est politique évidemment, mais c'est aussi structuré. Mais une fois que le oui est décidé ou le non est décidé, il faut agir et c'est dans le temps long. C'est ce que vous dites. C'est dans le temps long, absolument, parce qu'on a des projets importants qui sont subventionnés par les États, les régions, et donc on arrive comme ça à développer les infrastructures pour faire plus de trains, et ça prend effectivement du temps. Voilà. Mais ça porte ses fruits à la fin. Du temps, nous allons en donner à Éloane et Chiara qui, je vous l'ai dit, donc, écoutent très attentivement ces débats depuis le début de cette émission. Éloane et Chiara, que retenez-vous de ce qui s'est déjà dit? Éloane. Alors, tout d'abord, moi j'ai cru comprendre en vous écoutant qu'il y avait une offre qui était suffisante, actuellement plutôt suffisante dans le réseau, malgré en territoire de montagne les contraintes géographiques, mais qu'en revanche c'était plus dans la pratique, que les usagers n'avaient pas cette tendance-là à venir prendre le train. Et quand j'écoute également l'exemple suisse qui nous est donné, il y a l'impression qu'en Suisse, il y a trop d'usagers par rapport au train et à l'offre de train qui est pourtant déjà suffisamment étendue, confortable, alors qu'en France, selon les moments, soit il n'y a pas assez de trains, soit il y a des trains vides, mais qu'on n'arrive pas à adapter l'offre de train aux besoins des usagers. Et je peux me permettre une question, c'était par rapport plus à l'intermodalité. Il y a beaucoup de projets qui se développent actuellement, notamment en Tarentaise, avec les ascenseurs valléens. Il y a un ascenseur valléen qui est en projet à Beauzelle. Le problème, c'est que le train ne va pas à Beauzelle. Et ma question, c'est comment on arrive à déplacer cette population sur les quelques kilomètres qui déplacerait Beauzelle et la gare de Moutier. Et est-ce que c'est une vraie bonne solution? Valentine, pour répondre? Super question. Là, je vais être très factuelle. Il y a une méconnaissance de la part de certains décideurs sur les enjeux. Et je pense que... Et sur la géographie aussi du territoire? Non, la géographie, la connaissent très bien. Non, il faudrait juste un peu plus monter en compétences. Objectivement, on se dit des fois que c'est pas hyper sérieux parce qu'en effet... Moutier-Beauzelle, c'est encore 20 minutes. Et en fait, quand on entend même certaines personnes dire que cet ascenseur valléen, c'est de la mobilité décarbonée, cet ascenseur valléen, il va décarboner les 2 derniers kilomètres d'un trajet qui aura peut-être fait 1000 km en voiture pour venir depuis Paris ou je ne sais où. Et on met plus l'accent sur ça. Et pour le moment, on n'entend pas parler d'un... bus à haut niveau de service entre la gare de Moutier et le bas de l'ascenseur valléen de Beauzelle. C'est plus efficace.
En tout cas, c'est une condition, parce que sinon, on peut parler d'une remontée mécanique, d'une liaison entre Beauzelle et Courchevel, d'une attraction, de la petite mobilité locale, mais on ne peut pas parler de décarbonation des transports pour venir à la montagne. C'est pas vrai, en fait. Alors oui, si vous avez une super offre de train, sachant que les TGV, en parenthèse, ils sont déjà pleins, voilà, c'est pas vraiment la question. On a de la marge si on arrive à étaler les... Une qui est relative. Voilà, mais comme tout le monde arrive le samedi, en gros, si on arrivait un peu plus les autres jours, on pourrait mettre plus de trains, remplir plus de trains. Aussi les séjours pour favoriser. Voilà, si on arrivait la nuit, etc. Mais donc ça, pas de souci. Mais après, pour le moment, en gare de Moutier, un transport efficace de Moutier à Beauzelle, je veux dire, c'est pas dans les tuyaux, c'est pas dans les cartons. J'en ai pas entendu, en tout cas moi pour ma part, entendu parler sérieusement. Donc on en est où ? Là, c'est juste pas connecté, on est d'accord. C'est assez Chiara, avant de conclure, un mot sur ce que vous avez entendu et suivi. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a cité beaucoup d'éléments, des enjeux économiques, des enjeux administratifs, des enjeux écologiques. Mais il y a un enjeu aussi qui est très important pour moi, et je reviens sur ce qui a été dit. Les jeunes aujourd'hui, au moins pour ce que je vois, pour ce que j'entends, ils sont très intéressés au train, ils ont vraiment envie de prendre les trains. Et il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée, c'est que moi, comme je n'avais pas l'habitude avant d'être étudiante en France de les prendre autant, parce qu'effectivement, je prenais plutôt la voiture, ce qui m'a étonnée, c'est que quand moi j'ai parlé avec mes parents, l'image du train était on est allés tous ensemble, on s'est fait des amis en voyageant pour aller en vacances, pour aller à la montagne, pour aller à la mer. Il y avait des compartiments, c'était vraiment un lieu d'agrégation, un lieu de connexion avec les autres. Et aujourd'hui, je trouve, il y a une partie de la population quand même qui a perdu cette notion. Aujourd'hui, souvent, quand on dit je suis venu en train, oh les pauvres, il devait faire chaud, il devait faire froid, il y avait du monde, il y avait des retards, est-ce que ça va ? Alors qu'il faudrait peut-être aussi réouvrir les yeux sur cette notion de ça peut être sympa, ça peut être quelque chose d'agrégé, de se retrouver avec d'autres gens, de partager un moment sympa. Peut-être aussi faire venir les gens sur cette idée, cet hiver, cet été, il fait chaud, partez à la montagne, partez avec vos amis, reprenez cette notion des voyages tous ensemble et redécouvrez la montagne auprès de chez vous. Parce que c'est vrai que souvent aussi, on ne connaît pas les endroits et ça peut être vraiment un nouveau moyen de redécouvrir ces endroits. Voilà ce qui m'a un peu évoqué. Partez en train. Merci à vous quatre, en tout cas, d'être venus dans ce premier versant futur consacré à la mobilité. On aurait évidemment pu faire plus long, si long, au vu d'un sujet si complexe, on l'a compris, et notamment si difficile aussi à tenter de faire avancer et évoluer. Merci également à Joël Giraud qui était en duplex avec nous, et puis nous allons continuer dans le cadre de ce Mountain Talk de plonger au cœur d'une autre thématique, elle aussi si concernante et qui va concerner aussi des enjeux de mobilité. Ce sont les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques avec cette perspective des Alpes 2030 qui va nous animer dans la deuxième partie de ce versant futur. À tout de suite.